Alors les outils numériques, le Web 2.0, c'est aussi le partage de l'information. Est-ce qu'appliqué à l'entreprise, partager l'information, c'est la faire partager à tous ses concurrents aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un frein de ce côté-là ou une peur des entrepreneurs de se dire si je renseigne trop mes concurrents, je leur donne des atouts en plus? Il y a un frein. Il y a une culture, le monde, l'apprentissage de ce qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire coopérer et être en compétition. C'est un apprentissage exigeant, c'est un contrat de confiance, c'est des approches nouvelles, c'est un rapport nouveau à l'efficacité. Et ce qui est en train de se passer, c'est que culturellement, effectivement, vous savez, les Français, ils ont toujours cette culture du bas de laine. Ils ont toujours pensé que parce que on était riche, parce qu'on avait des choses dans un bas de laine, dans une caverne d'Ali Baba. Ben, la richesse, c'est pas encore une fois le stock, c'est le flux. C'est parce que ça circule qu'on devient riche. Et donc parce que ça circule, l'information circule, le savoir circule, le rapport aux autres se construit. Et ça, c'est probablement aussi une compréhension qu'on doit avoir dans notre culture franco-française, qui n'est pas forcément adaptée, parce qu'on est à la fois individuel et hiérarchique, on aime bien le chef, etc. etc. Non, non, le rapport finalement aux autres est en train de se construire, partager devient nécessaire. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est d'innover, l'enjeu, c'est de créer différemment, l'enjeu, c'est de maîtriser des savoirs complexes, multiples et qui changent tout le temps. Et on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de le faire avec des autres, et souvent, ils sont en dehors finalement de l'entreprise et finalement avec des domaines, avec des gens on va coopérer. Les pôles de compétitivité en sont l'exemple. S'ils sortent de leurs problèmes, ce que j'appellerais de gouvernance, s'ils rentrent dans des logiques de ce que j'appellerais de vraie coopération active. Bruno Bonnel, si on s'intéresse maintenant à la dimension, on va dire, ressources humaines, intégration des nouvelles générations, cette fameuse génération Y, comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer dans l'entreprise? Et est-ce que les entreprises sont prêtes à intégrer ces nouvelles générations qui fonctionnent totalement différemment des précédentes? Écoutez, là, on est vraiment dans un grand paradoxe parce que on aurait la tendance, quand on est en crise, puisqu'on cristallise aujourd'hui la crise, de rechercher à embaucher des gens d'expérience, des gens qui sont capables d'avoir une rentabilité à court terme immédiate. Oui, puis les lois nous disent qu'il faut aider l'emploi des seniors. Et il faut aussi aider l'emploi des seniors, mais ça, c'est à la limite, c'est parce qu'on a un volant de seniors aujourd'hui qui se retrouve malheureusement à cause de la crise sur le marché du travail. Et à mon avis, la meilleure chose à faire pour ces seniors-là serait de les former. Donc de les renvoyer à l'école dans un premier temps serait probablement la meilleure décision à faire et passer par-dessus le problème d'éthique, que dis-je d'éthique, le problème de complexe de dire j'ai pas envie de me rasseoir sur les bancs d'école. Parce qu'au cours de ces 25 dernières années, notamment dans les nouvelles technologies, ils ont plein de choses à apprendre. Mais par rapport à la génération Y, le paradoxe, c'est la tentation serait de structurer son embauche avec des gens d'expérience et au contraire, il va falloir prendre des gens qui n'en ont pas. Parce qu'ils ont toute l'expérience qui vous manque à vous, qui manque à l'entreprise dans cette découverte de nouvelles technologies. Donc, à choisir entre un jeune directeur marketing qui sort de l'école, mais qui connaît le web, qui connaît Twitter, qui connaît Facebook, qui connaît les réseaux sociaux, et un vétéran du marketing, mais qui est resté dans une glu traditionnaliste qui aujourd'hui est un petit peu dépassée, ben, je favoriserais plutôt le premier. Et je conseillerais au deuxième de peut-être aller chercher de l'information et de la réinvention à l'école, à l'université, dans les centres de formation, pour pouvoir être encore plus efficace sur le marché du travail. Richard Collin, l'entreprise de demain, elle sera toute virtuelle? Non, d'abord parce qu'elle est faite avec des gens. Et les gens, c'est pas virtuel. Donc c'est des talents qui ensemble repèrent une communauté de destin, s'appuient sur des technologies pour réaliser des projets d'innovation et de création de valeur. S'appuie aussi sur des nouveaux systèmes de valeurs qui ne sont pas uniquement portés, ce que j'appellerais sur le profit uniquement, mais sur tout un dispositif particulier et complexe, développement durable, transparence, vérité, éthique, etc. Logique sociale. Un dispositif de confiance, probablement de l'invention nouvelle socialement, c'est-à-dire l'hybridité, c'est-à-dire faire travailler ensemble les seniors et les jeunes dans une espèce de communauté active dans laquelle les gens partagent des projets, font de la cross-fertilisation, de la mutualisation. L'entreprise, c'est un être vivant, donc ça bouge, c'est actif, c'est créateur, c'est surtout pas stable. Dans un monde qui bouge, l'entreprise, c'est quelque chose qui doit bouger plus que le reste. En s'appuyant sur une chose, c'est s'appuyer sur le numérique. Parce que le numérique, c'est le dispositif d'infrastructure qui traite de l'énergie d'aujourd'hui. L'énergie d'aujourd'hui, c'est l'information. C'est plus la machine à vapeur. Les Anglais ont fait la révolution industrielle
avec la vapeur qui a transformé le monde dans un monde industriel. L'Internet, c'est ce qui transforme l'activité humaine dans une activité de création, de services et de talent. Voilà, une rupture complète, importante, un changement, une nouvelle ère qui commence. Merci beaucoup à vous deux, Richard Collin, merci Bruno Bonnel, d'être venus sur ce plateau. Au revoir.